autorisé. Ah, Ouais, pardon. Je laisse- je ferme. Bonjour à tous. Bienvenue Bonjour. sur ce webinaire Bonjour. du PCN Espace. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'éteindre vos micros et vos caméras pour ne pas créer de buzz. Voilà, je finis d'accepter les personnes qui étaient en salle d'attente. Voilà, alors, Jean-Charles, vous pouvez par contre vous mettre votre caméra et votre micro. Très bien. Bonjour à tous. Voilà, on va démarrer. Bienvenue à tous donc sur ce nouveau webinaire du PCN Espace. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler du partenariat Espace. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Charles Truet d'Eurospace qui va être notre orateur sur ce webinaire. Alors, question logistique, donc comme je vous l'ai dit, merci d'éteindre vos caméras et vos micros. Et donc de poser vos questions au fil de l'eau, comme toujours, sur l'espace conversation. Et nous aurons un temps de modération donc des questions-réponses. Donc très brièvement, nous sommes ensemble donc pour une heure environ ce matin. Donc Jean-Charles Truet, encore merci pour votre participation. Donc vous allez nous présenter déjà votre association Eurospace. Vous allez nous parler donc de ce nouveau Space Partnership qui a vu le jour fin 2024 de manière officielle, donc sur sa gouvernance, son fonctionnement, le périmètre technologique du partenariat. Également, un mot sur les appels 2025 qui ont été poussés donc, par le partenariat et les perspectives du futur pour la préparation de la dernière période d'Horizon Europe, donc 2026-27, et le successeur, donc FP10, et comment le partenariat peut s'interfacer avec l'écosystème spatial. Puis, comme je vous l'ai dit, une session de questions-réponses en suivant. Alors, essayez, tant que faire se peut, de contextualiser le plus possible vos questions puisqu'on les administrera en fin de webinaire. Rapidement, bon, je pense que vous êtes là, vous connaissez bien le PCN Espace, mais je vous le représente, donc je suis Fabienne Davran, donc mise à disposition du pôle Aerospace Valley auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour cette fonction de point de contact national. Mes deux collègues, Isabelle de Sutter et mon fils, ont changé d'attribution au sein du ministère en septembre 2024. Néanmoins, elles continuent on continue à collaborer quand même pour ces affaires spatiales. Vous avez ici sur la droite de la planche tous nos points de contact. Donc, notre adresse générique pour nous envoyer des mails de demande d'infos. Pour recevoir nos infos mails, bon, je pense que si vous êtes là, c'est que vous les recevez déjà. Néanmoins, je vous ai remis sur cette planche le lien pour s'inscrire à la liste du PCN Espace. Également, consulter les actualités que l'on peut mettre en ligne sur notre page web. Vous rappelez que justement le ministère a créé ce site web pour les informations sur Horizon Europe. Donc vous allez trouver des infos sur le programme, sur les appels à propositions, sur tous les webinaires qui sont organisés par le réseau des points de contact nationaux, également des témoignages de lauréats, des infos aussi sur d'autres dispositifs de soutien à la recherche et l'innovation, donc nationale ou régionale. Des fiches du PCN juridique et financier qui sont extrêmement bien faites, qui vous expliquent vraiment toutes les infos à connaître sur les montages financiers, juridiques de ces projets européens. Des statistiques qui sont compilées par le ministère
pour mesurer la participation française, notamment au programme cadre, et deux outils qui sont extrêmement intéressants à connaître aussi. Scan Air France qui va screener tous les brevets et publications françaises. Excusez-moi, merci d'éteindre vos micros et caméras, s'il vous plaît. Également, un lien vers le dashboard européen qui est l'outil qu'a mis en place la Commission européenne qui met en ligne tous les projets financés par ce programme cadre. Un petit rappel rapide sur le rôle d'expert évaluateur nous faisons la promotion à chacun de nos webinaires parce que c'est important que la France soit représentée dans le réseau des experts évaluateurs de projets européens. Donc, pourquoi être expert évaluateur? Ça permet de comprendre l'évaluation des projets, les attentes de la Commission européenne pour ces projets, d'être en contact aussi avec les directions thématiques de la Commission européenne, faire votre réseau international et aussi bénéficier d'un état de l'art dans votre domaine. C'est une inscription qui se fait une seule fois et qui est valable pour la durée du programme cadre, pour 7 ans. Il faut par contre veiller à mettre à jour régulièrement son profil pour pouvoir avoir des chances d'être mobilisé pour l'expertise et bien travailler ses mots-clés pour justement maximiser ses chances d'être appelé aussi. Et vous avez ici les liens pour avoir toutes les informations sur ce rôle d'expert évaluateur. Voilà, alors j'arrête mon partage et je vais passer la main donc à Jean-Charles. Juste rapidement vous dire ce que je n'ai pas mis sur les planches, mais des informations qui vont vous intéresser. Bon, nous n'avons pas encore la publication officielle du programme de travail Horizon Europe Espace 2025, donc qui fait partie du cluster 4. Nous avons un draft, bien sûr, nous ne sommes pas habilités par le ministère à diffuser ce draft, mais le ministère nous recommande de vous dire que le draft, il est présent sur le site Science and Business. Voilà, donc je mettrai les références sur ma présentation. Voilà, donc tant que ce Word Programme n'est pas officiel, nous ne pouvons pas le diffuser en l'état. Et vous dire quand même que les choses s'organisent côté Commission européenne puisque il y aurait des infodays organisés par la Commission européenne les 13 et 14 mai sur ce programme du cluster 4, donc Digital, Industrie, Espace. Et vous dire également que le point de contact national espace que je représente est en train de mettre en place des infodays, voilà, qui devraient, les dates ne sont pas encore calées, mais ça devrait se passer aux alentours de la fin du mois d'avril. Donc, vous restez bien connectés sur nos actus pour recevoir toutes les informations liées à la publication du programme de travail et à l'organisation des infodays. Voilà. Et bien maintenant, j'en ai terminé pour mon introduction et je vous laisse la parole, Jean-Charles, et je vous laisse partager votre présentation. Nous Merci pourrons beaucoup, faire Fabienne. passer à tout le monde à l'issue ainsi que potentiellement le replay de ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Fabienne, pour cette introduction et merci pour cette invitation. Donc, j'ai la chance aujourd'hui de venir vous présenter le partenariat spatial. Je m'appelle Jean-Charles Treuet, je travaille pour Eurospace depuis un petit peu plus de 11 ans désormais en tant que directeur de la stratégie technologique. Et je suis aujourd'hui en charge de vous présenter le partenariat plutôt via mon rôle de président de l'association Space et ASBL. Donc, pour rappel, Eurospace, c'est l'association des professionnels de l'industrie spatiale européenne. C'est une association à but non lucratif qui a été fondée en 1961 par Jean Delorme, qui était le fondateur de l'Air Liquide et qui souhaitait pouvoir suivre l'essor du spatial européen et pouvoir prévoir les besoins en carburant des lanceurs à l'époque. Les membres d'Eurospace représentent aujourd'hui un petit peu plus de 90% du chiffre d'affaires et 70% des emplois
de l'industrie spatiale européenne et les activités depuis les années 60 ont un petit peu évolué. Eurospace vise aujourd'hui à favoriser le développement d'activités spatiales en Europe et surtout la compréhension des particularités et des difficultés du secteur. L'association a une présidence tournante et le président actuel est Marco Fuchs, le CEO d'OHB, entreprise du coup intégratrice dans le secteur spatial en Allemagne. Donc, avant de commencer sur le partenariat spatial, je vais vous fournir quelques éléments sur les différents types de partenariats qui existent, en sachant que chaque type de partenariat a ses propres mécanismes de gouvernance, de financement et sa propre définition des priorités. Sans entrer dans le détail particulièrement, donc on a trois types de partenariats, les partenariats coprogrammés, les partenariats cofinancés et les partenariats institutionnels. Les principales différences, donc pour le partenariat coprogrammé, la mise en œuvre est faite via la Commission et les partenaires qui donc définissent et mettent en œuvre de manière indépendante leurs propres activités et investissements. Pour la Commission, la mise en œuvre se fait via les appels du programme cadre et donc dans le cas présent, via les appels d'Horizon Europe avec les financements qui sont donc ceux qui sont relevant pour Horizon Europe. Pour les partenariats cofinancés, la particularité, c'est que les États membres élaborent un programme commun qui est développé sous leur responsabilité. Le partenariat bénéficie de financement de la part des acteurs nationaux et de l'Union européenne à hauteur de 30 à 50% selon les projets. Et enfin, pour les partenariats institutionnels, ces derniers sont mis en œuvre uniquement lorsque les deux autres types de partenariats s'avèrent inadaptés. Et donc, on a une mise en œuvre qui est effectuée via des structures dédiées, créées spécifiquement, soit sur la base d'un règlement du Conseil de l'Union, soit d'une décision du Parlement et du Conseil de l'Union, ou d'un règlement spécifique. Malgré leurs différences, on voit que les différents types de partenariats ont tous des points communs et des objectifs communs. Ils ont, par exemple, la nécessité de répondre aux principes suivants, à savoir l'élaboration d'un agenda stratégique de recherche et d'innovation, une roadmap, qui démontre une vision stratégique commune aux différents partenaires. Cette vision doit être progressivement transposée dans les programmes de travail annuels. Les partenariats doivent avoir tous un cycle de vie clair et limité dans le temps, avec une valeur ajoutée avérée pour l'Europe et une approche systémique, c'est-à-dire un portefeuille d'activités qui va au-delà des simples projets collaboratifs de recherche et de développement. Dans le cas présent du partenariat pour le spatial, on a trois partenaires impliqués. Le premier, c'est donc Space et ASBL, qui est une association d'associations, j'y reviendrai par la suite, qui vise à préparer les entrées à destination de l'Union européenne pour les appels du partenariat. On a les États membres qui sont en pointillés ici parce qu'ils ont un rôle de conseiller dans le partenariat actuel et qui visent principalement à fournir leurs commentaires et leurs recommandations afin d'améliorer les appels. Et enfin, on a l'Union européenne qui, elle, s'assure de la cohérence globale et de l'implémentation des appels une fois qu'ils ont été validés. Space et ASBL, comme je le disais, c'est une association d'associations dont les membres proviennent des 5 associations fondatrices. Eurospace, tout d'abord, l'association de l'industrie spatiale européenne, SME for Space, qui est l'association des PME du spatial européen, ESRE et Astro, qui sont 2 associations des établissements et des organismes de recherche de technologies spatiales en Europe, et EASN, qui est le réseau européen des sciences aéronautiques. Plus précisément, c'est l'association des universités et académies de recherche en aéronautique et en aérospatiale en Europe. Dans Space et ASBL, l'adhésion est ouverte aux entités actives du secteur spatial européen manufacturier amont, que ce soit des entreprises,
des organismes et instituts de recherche ou des universités et laboratoires de recherche. On a deux types principaux de membres possibles, les membres de plein droit, lorsqu'ils adhèrent directement à l'une des associations fondatrices, ou les membres considérés associés lorsqu'ils adhèrent via Space et ASBL directement. J'ai remis ici une petite schématisation des différents types de membres. Donc on voit les associations fondatrices dont les membres sont membres de plein droit et participent au board et à l'Assemblée générale de Space et ASBL. Et toute entité qui souhaiterait adhérer directement à Space et ASBL sans être membre de l'une des associations fondatrices serait membre associé et pourrait du coup participer à l'Assemblée générale de l'association. Les 5 associations fondatrices représentent une partie importante du secteur manufacturier. On estime à environ 60 000 le nombre d'emplois équivalents temps plein en Europe, qui sont donc représentés en orange foncé sur le schéma de gauche. Et en orange clair, on voit que les associations, les membres pardon, des associations fondatrices représentent un petit peu plus de 60% de ces emplois. Avec en particulier à noter le fait que les PME ici comptent chaque PME pour une, mais que de nombreuses PME sont représentées via soit leur cluster, soit les associations régionales qui, elles, sont membres des SMI for Space. Typiquement Aerospace Valley qui fait partie de SMI for Space. Le but de Space et ASBL, c'est d'organiser les consultations pour le partenariat, de coordonner les activités et de viser autant que possible à obtenir un consensus de la part des différentes parties prenantes. Pour cela, on a une approche transparente, donc un processus de consultation qui vise à être le plus inclusif possible, une base de consultation la plus large possible avec une ouverture, comme je le disais, à tous les établissements de recherche, les universités, les laboratoires, qui n'est pas limitée aux membres de Space et ASBL. Donc, lorsqu'on effectue des consultations, il y a les membres de Space et ASBL qui sont sollicités, mais pas seulement. On effectue des communications larges en considérant que les bonnes idées peuvent provenir et des membres de Space, mais pas seulement. Toutes les entités qui sont impliquées dans le spatial en Europe peuvent avoir leur avis, leurs idées et fournir leurs entrées pour le partenariat. On base toutes ces consultations sur des outils numériques pour permettre au plus grand nombre de participer à des coûts réduits, donc en favorisant le fait que les ressources sont parfois limitées dans les entreprises, notamment les plus petites et les plus fragiles, qui n'ont pas forcément des ressources spécifiques dédiées à ce type de consultation. Enfin, le but, c'est d'avoir une approche qui est basée sur le consensus. Il y a des mécanismes dans Space qui permettent, si besoin, d'avoir des votes, mais jusqu'à maintenant, et c'est le but poursuivi, on essaye d'avoir un consensus qui vise à la pleine acceptation de toutes les parties prenantes, qu'elles soient publiques, privées, industrielles ou institutionnelles. In fine, les décisions sont prises et actées par les membres de Space et ASBL qui s'engagent à fournir l'effet de levier sur le financement qui est fourni par la Commission européenne. Cet effet de levier est de 1,2. Donc, j'y reviendrai plus tard, mais la Commission européenne financera à hauteur de 100 millions d'euros les activités du partenariat. Les membres de Space et ASBL visent à fournir cet effet de levier d'1,2, donc de 120 millions d'euros, qui vient s'additionner aux 100 millions de la Commission. Pour les consultations, on organise des workshops qui ont pour but de collecter les différentes entrées, mais pas seulement. On essaie de recenser les différents acteurs du secteur spatial européen qui sont actifs dans le périmètre du partenariat, de mettre à jour leurs différentes compétences et d'identifier avec eux, de discuter avec eux les opportunités et les besoins du secteur spatial européen. Et cela nous permet de définir les recommandations de développement répondant aux objectifs identifiés et plus précisément dans le cadre du partenariat.
Comme je disais, un des prérequis du partenariat, c'est de préparer un agenda stratégique de recherche et d'innovation. Cet agenda vise à contribuer à la stratégie de recherche et d'innovation du spatial de l'Union européenne, en considérant que d'autres activités sont effectuées en Europe et donc en essayant autant que possible d'éviter les redondances lorsque cela n'est pas nécessaire. Via le partenariat, on a la nécessité, du coup, assez régulièrement de suivre et de mettre à jour cet agenda stratégique en fonction soit des développements les plus récents, soit des évolutions de besoins et de marché, et d'évaluer les potentiels domaines d'élargissement. Enfin, il y a la nécessité euh, d'identifier les activités additionnelles, donc complémentaires à ce qui est effectué et financé via la Commission, et d'évaluer le levier financier. Donc, l'identification des activités complémentaires de RI financées par l'industrie, et comme je disais, la contribution de la Commission européenne s'envisage à hauteur de 100 millions d'euros, et donc le levier financier attendu de la part des membres de Space et SBL est de 120 millions d'euros. Pour les appels d'Horizon Europe, donc comme je le disais, le partenariat doit être limité dans le temps. Le partenariat pour le spatial actuel vise à répondre aux appels d'Horizon Europe, donc sur l'école restant 2025, 2026, 2027, avec un focus principal qui a été identifié, qui est la digitalisation. Le partenariat adresse actuellement les thématiques technologiques couvrant les télécommunications commerciales, l'observation commerciale de la Terre et les nouvelles solutions de transport vers et dans l'espace. Ces trois thématiques, comme vous le savez, sont déjà adressées par ailleurs, soit par l'Agence spatiale européenne, soit par la Commission européenne, soit par les initiatives nationales ou internes aux différentes entreprises. Donc le but est d'identifier ici, comme je le disais, des sujets qui ne sont pas redondants avec ce qui est déjà effectué par ailleurs. Et donc, parmi les objectifs principaux du partenariat et donc des contributions pour les calls 2025, il a été identifié la nécessité d'accroître la capacité d'edge computing ainsi que la capacité de compatibilité avec les services de cloud et de télécommunications en 5G, 6G dans le cadre des télécommunications commerciales. Pour l'observation de la Terre, le partenariat vise à améliorer les performances d'imagerie et les systèmes avancés de charge utile. On a un sujet de haute importance parce que plus difficilement ou plus rarement abordé, qui est la synergie et les besoins synergétiques entre ces deux thèmes d'observation et de télécommunication, à savoir pour ces deux sujets, donc la croissance progressive de la quantité de données à traiter, et donc la nécessité d'avoir un traitement, une fusion et un transfert de données au sol et dans l'espace qui est améliorée. La possibilité pour les utilisateurs finaux d'effectuer des tâches et de commander des tâches en temps réel, de développer des interfaces pour les technologies de base, d'améliorer la sécurité des données et la résilience des systèmes, qui est un sujet particulièrement important actuellement, et de développer l'architecture des réseaux spatiaux. Dans le cadre des nouvelles solutions de transport vers et dans l'espace, vous le verrez par la suite, mais donc le budget est un petit peu plus restreint, et donc le partenariat se focalise sur le développement de l'avionique intelligente afin de favoriser la modularité des lanceurs et le réutilisable. Et enfin, pour les lanceurs également, il y a le souhait de développer les systèmes de surveillance de l'état du lanceur et les différents capteurs intelligents qui permettent d'avoir en temps réel pour les équipes au sol la situation du lanceur au moment du lancement. Pour les perspectives futures, donc le partenariat comporte deux principales phases.
une phase de contribution aux appels qui se déroule sur les appels 2025, 2026, 2027 d'Horizon Europe, et une deuxième phase qui se déroulera de 2026 à 2030 et qui visera à suivre les différents projets qui auront été financés. Pour les appels 2025, 2026 et 2027, j'ai remis ici le découpage proposé et envisagé à l'heure actuelle sur les différentes thématiques et pour les différents appels d'Horizon Europe. Donc, on a et on voit une répartition pour l'observation de la Terre et les télécommunications à hauteur d'environ 85 millions d'euros et pour les nouvelles solutions de transport de 15 millions d'euros. Ça représente donc le découpage proposé pour la partie contribution de l'Union européenne, auquel du coup viendront s'ajouter la partie effet de levier des partenaires. Et donc la question à venir qui sera abordée prochainement, c'est est-ce que ce partenariat à l'issue du coup de cette itération dans le programme 4 d'Horizon Europe sera prolongé et avec quel sujet, quel budget dans le prochain programme cadre européen. Voilà. Essayez d'être assez court. Merci, merci Jean-Charles. Alors, on a déjà des questions dans le chat et surtout nos auditeurs qui sont très nombreux aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace conversation pour que je puisse les relayer à Jean-Charles. Alors, on a une question qui demande, une personne qui s'interroge sur comment les acteurs membres d'associations vont-ils pouvoir contribuer à ce partenariat? Est-ce que ça sera via l'association dont ils sont membres ou via l'association Space SBL? Donc, ça, c'est pas encore bien clair. Façon de Je contribuer, comprends. si vous pouvez y revenir. Il y a plusieurs donc, niveaux dans ce partenariat. Le premier niveau qui rassemble donc la Commission, les États membres et Space et ASBL, qui est un premier niveau. Ensuite, on a Space en tant que tel, qui, elle, rassemble les associations membres, les associations fondatrices, Eurospace, SMI for Space, ESRE, EASTRO et EASN. Et enfin, on a donc tous les acteurs du spatial européen que j'ai décrits et qui, eux, peuvent contribuer pour la partie consultation et donc pour la partie idées et contribution des différents développements possibles à effectuer via le partenariat. Du coup, les possibilités sont multiples en fait. Soit une entité est membre d'une des associations fondatrices, les associations fondatrices organisent en interne aussi des phases de consolidation et de collecte des idées qu'elles mettent en commun et qu'elles fournissent au partenariat via les consultations dédiées. Mais il est également possible, et on le voit également, pour les différentes entités de participer directement aux consultations et de fournir directement leurs entrées à ce moment-là. Très bien. Merci. Donc, de plusieurs possibilités en fait de contribuer. Soit en direct, soit via les associations qui constituent les membres fondateurs. On a une question sur est-ce que la contribution des partenaires, en fait, peut-elle être en nature? Donc, peut-être vous pourriez nous décrire en fait en quoi consiste cette contribution, en fait, ce qu'on appelle la part privée finalement par opposition au financement de la Commission européenne considérée comme part Complètement, publique. complètement. Donc, dans le cadre, comme je le disais, du partenariat coprogrammé, le but, c'est de définir donc l'agenda stratégique global et de voir quelles parties peuvent être couvertes par la contribution de l'Union. Mais elle ne s'y limite pas. En fait, les acteurs savent et continuent à effectuer des développements en parallèle et de façon complémentaire aux développements qui sont financés via l'école Horizon Europe. L'idée étant que, effectivement, certaines contributions sont effectuées directement par les entités et viennent s'inscrire dans le partenariat, parfois de façon décidée et prévue, parfois non, parfois certains développements sont complémentaires et du coup, ça nous force à remettre à jour l'agenda stratégique en fonction des différentes compétences qui sont disponibles en Europe.
Ok, alors moi j'ai une question par rapport à la mise à jour de cet agenda. Donc on voit que ce strategic agenda qui est le mode opératoire en fait de tous les partenariats, hein. Chaque Oui. partenariat a son SRIA, comme on dit, son agenda stratégique de recherche et d'innovation. Il est planifié donc pour un certain nombre d'années. Il est mis à jour quand? Est-ce qu'il y a un cycle régulier de mise à jour? Comment ça Alors, se passe? pour le moment, nous, on le met à jour une fois par an. Il sera à terme, je pense, mis à jour deux fois par an. Donc, une fois au moment où on effectue les consultations pour être sûr de couvrir et de bien répondre à tous les besoins qui ont été identifiés dans les consultations. Et ensuite, il est remis à jour au moment où les appels sortent au niveau de la commission et du coup où les projets sont développés. Le but étant de retirer de cet agenda les parties qui ont été couvertes et développées et de complémenter cet agenda avec les potentiels objectifs additionnels ou besoins additionnels qui ont été identifiés. Voilà. Pour le moment, c'est une fois par an. On l'a mis à jour une première fois en mettant à jour les appels pour 2026-2027 qui ont été débutés au mois de novembre. Et une fois que les calls 2025 sortiront, on sera en mesure, en fonction des différentes attributions de projets, objectifs de projet, de voir à quoi répondent ces projets et du coup ce qu'il est possible de retirer de l'agenda. Eh bien, merci Jean-Charles. Une question sur le ratio, alors toujours sur les contributions, les budgets. Le ratio fonds de l'UE et contribution des membres est-il suffisamment attractif? Alors, peut-être vous pourrez Alors, rappeler déjà le ratio, hein, le ratio, le c'est budget. 1,2 fois ce que la commission du coup finance. Et donc ça, c'est un accord, entre guillemets, entre la commission et les partenaires, du coup les membres de Space et ASBL. Le but étant double, de pouvoir couvrir plus de développement que la simple part qui est financée par la Commission européenne, et aussi pour la Commission européenne et les États membres de s'assurer qu'ils ne financent pas quelque chose qui est totalement isolé du reste. En gros, le but, c'est de faciliter le développement et d'essayer d'accélérer le développement dans des sujets pour lesquels soit l'industrie, soit les organismes de recherche auraient travaillé et auraient financé par ailleurs si ça n'avait pas été couvert par le partenariat. Eh Le bien, ratio peut être questionnable. Voilà, on a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Mais voilà, le but, c'était de démarrer donc ce partenariat spatial avec du coup une approche ambitieuse, avoir un petit peu plus que ce que la Commission est prête à financer, pour montrer aussi à la Commission et aux États membres que ce sont des sujets très importants sur lesquels le secteur en entier travaille et apporte déjà beaucoup de financement. eh bien, alors une question alors, est-ce que ça veut dire que les appels à projets Horizon Europe qui seront identifiés, donc certains Space Partnership, hein, ou je sais pas quoi, Oui, est-ce qu'ils seront réservés aux membres des associations du partenariat? pas du tout. Ils seront complètement ouverts comme les autres appels à idées, à projets de la Commission. Le but, c'est que, en fait, ils sont identifiés et par le secteur en entier et ils sont potentiellement, la réponse à apporter est par le secteur en entier. Le but du partenariat est un point peut-être sur lequel je ne me suis pas suffisamment attardé. Pourquoi un partenariat par rapport à des appels à projets classiques d'Horizon Europe? Le but, c'est d'essayer de renforcer ce tissu spatial européen en ayant une meilleure coopération entre les différents types d'entités, que ce soit l'industrie, les organismes de recherche et les universités, pour faciliter un petit peu les interactions entre ces différents types d'entités et du coup les contributions qu'elles sont capables d'apporter les unes et les autres. Donc non, les appels à projets, eux, ne sont pas limités et uniquement réservés aux membres de Space. La seule différence, entre guillemets, c'est que les membres de Space s'engageant à fournir 1,2 fois ce que la commission finance,
entre guillemets, se réserve le mot de la décision finale sur ce qu'il y a vraiment à développer. Mais après, c'est pas forcément eux qui seront les mieux placés pour effectuer ces développements. Très bien. Oui, je pense qu'il faut comprendre qu'en fait, on construit, c'est aussi quelque chose qui est co-construit, hein. Complètement. Ces appels à projets sont co-construits, d'où l'intérêt de la communauté qui se place vraiment sur la recherche, l'innovation du spatial. L'intérêt que cette communauté voilà, s'informe des travaux qui sont menés dans le partenariat et se prépare au mieux, fasse entendre leur voix aussi, hein. C'est une occasion qui est donnée, notamment ces consultations qui peuvent souvent paraître un petit peu abstraites. Et la commission publie comme ça plusieurs consultations dont on a parfois du mal à voir l'aboutissement. Et bien là, dans ce cadre-là, dans ce réseau, c'est intéressant que les acteurs voilà, contribuent et fassent entendre leur voix et se tiennent informés pour ensuite, bien sûr, mieux répondre aux appels à projets, hein, qui ne sont pas effectivement fermés, mais dont on peut imaginer que voilà, les personnes qui sont déjà informées auront quand même des billes en plus pour y répondre. Alors, ensuite, j'ai une question sur le SRIA actuel. Est-il disponible? Oui, alors vous verrez, mais je mettrai, je pense, la slide à la fin. J'ai une slide de contact et vous pouvez aller voir du coup toutes les informations de façon plus détaillée sur le site space-asbl.org. Vous avez toutes les informations sur l'association en elle-même, le partenariat en lui-même et du coup les documents qui sont relatifs au partenariat et qui sont disponibles, mis à jour régulièrement. Très bien. Bon, une question un peu redondante. Donc, la version actuelle, elle est récupérable, vous l'avez dit, du SRIA, pardon, elle est récupérable sur ce site web. Une question sur les opportunités de financement pour des projets de recherche fondamentale. Donc, est-ce que le Space Partnership proposera aussi des opportunités pour cette recherche fondamentale? Voilà, quels seront donc les niveaux de TRL qui seront Alors, couverts par le partenariat? très bonne question, j'aurais dû le mettre dans la présentation, mais en gros, le partenariat vise principalement à fournir des réponses. Donc, contrairement aux appels classiques, le but du partenariat, c'est plutôt de viser des activités qui seront proches du marché. Donc, plutôt des TRL hauts, en considérant tout de même que pour parvenir à des TRL hauts, il faut à un moment commencer par des TRL bas. Et donc, du coup, on a défini un ratio qui, de mémoire, est de un quart, trois quarts entre donc des développements à bas niveau de maturité qui doivent progressivement et assez rapidement se transformer en gros, dans les appels suivants, dans des développements qui seront, eux, à plus haut niveau. Donc voilà, maintenir une partie de développement à bas niveau pour les parties qui sont pas du tout couvertes ou qui sont très prometteuses, identifiées comme très prometteuses par le secteur. Mais le but du partenariat et la volonté du coup d'établissement de ce partenariat aussi de la part des États membres et de la Commission, c'est d'avoir à la fin des produits, des réponses qui sont disponibles sur le marché pour le spatial. Très bien. Alors, une question supplémentaire. Donc, je comprends que l'UE a un budget de 100 millions d'euros pour financer des projets de l'association Space. Quel est le volume financier typique d'un projet, le nombre de partenaires à la durée? Alors, le nombre de partenaires, c'est très variable et c'est pas nous qui le définissons. En gros, c'est lorsque les consortiums se montent, mais qui ça est totalement indépendant de notre activité, que le nombre de partenaires est défini. Le nombre de projets, lui, dépend un petit peu plus en gros, de l'ambition du projet et donc, dans le cadre de ces développements, on a plutôt je dirais pour les projets de TRL de 1 à 3 millions d'euros envisagés, donc un nombre, comme je le disais, assez restreint sur les sujets les plus prometteurs. Et pour les projets à haut TRL,
Je crois de mémoire. Tout est disponible sur le site web, mais en gros, pour pas vous dire de bêtises, ça va de 5 à 10 millions d'euros, il me semble, par projet. Le but étant d'essayer d'éviter les fragmentations de développement. Donc d'avoir réellement des développements qui aboutissent à des projets matures et à des produits matures et qui sont in fine disponibles pour le secteur spatial européen. Donc voilà, limiter les projets, limiter le nombre de projets, mais avoir des projets qui, on l'espère, aboutiront à des choses réellement sur le marché. Oui, là, vous avez mentionné le budget. Donc, au niveau de la taille des consortiums, vous l'avez dit, c'est variable, mais il y a des règles, si je peux me permettre, donc ce sont les règles d'Horizon Europe, hein, qui interviennent sur ces projets. Donc les règles minimales d'Horizon Europe, c'est un consortium de trois entités, de trois pays membres de l'Union. Alors, je ne sais pas si les pays associés seront aussi associés à ces projets espace. Parfois, c'est limité, hein, ça reste Oui. vraiment dans le périmètre des pays de l'Union. Ça, c'est les règles minimales. En réalité, les projets qui se font avec un nombre de partenaires beaucoup plus élevé. Une bonne complémentarité aussi. Je crois qu'on peut aussi dire qu'il faut que les consortiums qui répondent à ces projets soient très complémentaires en termes de compétences et de profils de partenaires. On a une question sur le calendrier des consultations. Est-ce que vous sauriez nous dire quel serait le calendrier de consultation à venir pour la programmation 26-27? Puisqu'on Pour la comprend que... Voilà. programmation 26-27, donc on a commencé à établir le premier draft qui a été soumis à la commission la semaine dernière pour commentaires et en gros pour avoir leur premier retour sur ce qui est préparé. Il y aura ensuite une phase, comme je le disais, de revue qui sera effectuée par les États membres qui aura lieu entre du coup la mi-février et la moitié du mois de mars. Et ensuite, donc la prochaine phase de consultation, donc ça, ce sera en gros le draft de haut niveau qui a été fourni à la Commission et aux États membres. Il y aura une seconde phase qui va avoir lieu sur l'école 2026-2027 au moment où les appels 2025 vont sortir. La difficulté de calendrier actuel et du coup de road mapping de cette activité, c'est que on a donc cet agenda stratégique avec des objectifs assez détaillés sur les différents points. Et comme je le disais, qui est mis à jour au moment où du coup les projets sont lancés et au moment où on sait ce qui va être réellement développé. Et donc en fonction de ce qui va être développé, sélectionné, on affinera du coup les appels de 2026 pour pouvoir répondre au mieux aux besoins restants. Donc voilà, il y aura une phase qui sera lancée. Je ne saurais pas vous dire exactement, parce que je ne sais pas si la commission sait exactement à quel moment ils vont diffuser les appels 2025, mais ce sera certainement en mai ou juin de l'année 2025 et jusqu'à septembre-octobre. Ok. Oui, on est dans un calendrier un peu exceptionnel, hein, puisque d'ordinaire, les appels sont déjà publiés en voie d'ailleurs de se clôturer. Là, on est décalé, hein, du fait de la nouvelle Commission européenne, des élections et de la nouvelle Commission européenne. Donc là, à ma connaissance, la publication elle va se faire vers le mois de mai, je pense. Puisque c'est encore une fois, comme je l'ai dit en introduction, les infodays sont prévus pour le 13 et 14 mai, c'est les dates que nous avons actuellement. Voilà, donc on imagine une publication vers mai et une clôture des appels pour début septembre selon nos informations. Voilà, donc moi j'avais une question sur les relations que le partenariat peut avoir avec les autres entités autres que la Commission européenne, comme l'ESA, les USPA. Est-ce qu'il y a des comités peut-être de coordination avec ces entités pour s'entendre aussi sur les programmations du partenariat?
Alors, c'est une activité proactive du partenariat. Il n'y a pas de comité réellement mis en œuvre. Néanmoins, pour être en mesure de fournir du coup un agenda qui est cohérent et qui du coup s'inscrit dans ce que fait l'Europe, du coup proactivement, nous on prend du coup les différents agendas stratégiques au niveau institutionnel et au niveau aussi, c'est le but aussi des consultations, d'essayer d'avoir une idée, même si c'est pas toujours facile, de ce que font les différentes entreprises en interne. Voilà, le but étant d'être complémentaire avec ce qui se fait par ailleurs et du coup d'essayer de savoir au mieux ce qui se fait par ailleurs pour pouvoir définir les domaines dans lesquels le partenariat peut être complémentaire. Très bien. Et est-ce que vous avez aussi par rapport au FP10, hein, donc qui sera le successeur d'Horizon Europe, est-ce que vous êtes déjà partie prenante des discussions? Est-ce que il y a des position papers qui vont être réalisés. Je sais que ça s'organise sur d'autres secteurs, hein, l'aéronautique par exemple, mais est-ce que, voilà, quel est l'état de vos travaux avec les responsables européens pour la préparation du FP10? Alors, très bonne question. Du coup, on a des position papers qui sont préparés actuellement, mais plutôt au niveau global d'Eurospace, sur FP10, voilà, la partie espace, et du coup savoir si l'espace s'inscrit et se développe avec la défense sur les grands, en gros, domaines que va couvrir du coup FP10. Pour le partenariat, plusieurs points. Il y a en gros un groupement qui s'appelle le Partnership Knowledge Hub et qui lui vise à contribuer avec auprès des États membres sur l'outil partenariat en lui-même. Comment améliorer l'outil partenariat et comment faire en sorte que cet outil, ces différentes variantes de cet outil, donnent des résultats aux besoins qui sont attendus. Maintenant, pour le partenariat du spatial en lui-même, c'est encore un peu prématuré, même si ça va arriver assez rapidement. Mais le but, c'est de pouvoir, une fois qu'on a une meilleure idée de ce que seront les développements de 2025, de pouvoir commencer à voir en fonction du positionnement, comme je disais, des différentes activités institutionnelles et des entreprises, en quoi le partenariat peut avoir un intérêt ou non. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on pourra définir, en fonction du budget que la Commission est prête à allouer à ce partenariat, ce qu'il est possible de couvrir ou non. Ok. Merci encore Jean-Charles. Bon, si je ne vois pas d'autres questions sur l'espace conversation, n'hésitez pas. Si vous avez encore des questions à les poser, sinon, bah, écoutez, je crois on va peut-être terminer, on va gagner quelques minutes avant l'heure du déjeuner. Bon, bah, pour tous nos auditeurs, sachez que ce webinaire a été enregistré et donc nous devrons mettre le replay disponible sur notre site internet, notre site web sur le site du ministère des PCN Espace. Et vous recevrez bien sûr les planches de présentation. Ah, j'ai une question qui m'arrive donc. Est-ce qu'il y a des liens du partenariat avec l'EIC, le European Innovation Council? Comme une question. Pas particulièrement, pas en tout cas de façon officielle. C'est une fois encore, Eurospace, les différentes associations sont, comme je disais, solidement impliquées dans toutes les activités. Donc, on a un suivi, mais qui n'est pas un suivi, je dirais, officiel ou des échanges officiels entre le partenariat et le l'EIC. Très bien. Quelle est l'adresse email du Space Je vous mets les deux. ASBL? Vous aurez du coup dans la dernière slide de la présentation, vous aurez mon adresse de contact et l'adresse Ah, du super. site web de Space, mais du coup je vous le mets ici Dans le chat. dans le chat. Ok, parfait.
Très bien. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste qu'à vous remercier, Jean-Charles, pour Merci à vous. cette présentation. Merci à nos nombreux auditeurs. Nous, bien sûr, en tant que PCN Espace, ben, nous ne manquerons pas de vous tenir informés des activités du partenariat Space. Mais n'hésitez pas aussi à être proactif, hein, à prendre vos informations à la source, je dirais, et plus si affinité. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et une très bonne fin de semaine. Au revoir. Merci, au revoir. Si, au revoir.